Bonjour Léa Landman. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste des affaires internationales, ancienne chercheuse à l'Institut Reichmann en Israël et enseignante à Sciences Po Paris. On a le plaisir de vous avoir à nos côtés dans l'émission hebdomadaire Géopolitique Le MAC tous les jeudis soirs sur Radio J. Léa, quel bilan dressez-vous de cette première grande séquence du déplacement de Benjamin Netanyahou hier donc devant le Congrès américain? Bon, alors, c'est connu, hein, mais Benjamin Netanyahou, grand orateur quand même, son discours, tous les points y étaient, en fait. Tous les points qu'il fallait faire y étaient. L'Iran, le terrorisme, le rempart contre l'islamisme, la barbarie contre la civilisation, les otages, évidemment. Au niveau de la forme aussi, on a amené un soldat éthiopien, on a amené un soldat arabe, Noah Argamani, qui était d'une dignité incroyable. Sur le fond et la forme, tout y était, peut-être un petit bémol sur le fond, parce que finalement, il remercie Biden, il remercie aussi Trump, sachant très bien que s'il ne parlait pas de Trump en lui disant merci pour les accords d'Abraham et tout ce que vous avez fait pour Israël, si Trump gagne les élections, il va s'en prendre. Bien sûr, on va y revenir. Bien sûr. Rien. Ok, on y revient. Et il n'a pas parlé de Kamala Harris. Vous disiez, Léa Landman, que c'était toujours un brillant orateur, sans doute le plus fin analyste de la classe politique américaine et de ce qui parle au public américain. Vous l'avez notamment senti lorsqu'il a parlé d'éradiquer la population palestinienne de Gaza, en comparant cela aux Allemands après 1945, aux Japonais. J'adore pas la comparaison à la dénazification. Je trouve que c'est deux situations différentes, vraiment différentes. Je lisais une interview avec Edgar Keret qui dit qu'une fois qu'on parle de nazis, en fait, d'un côté comme de l'autre, le débat est terminé. Non, c'est pas une question de nazis, mais c'est absolument une question de déradicalisation, effectivement, et de combat contre une organisation terroriste islamique, comme on en connaît. Elle est un peu particulière cette fois-ci, mais on connaît les moyens, on sait ce qu'il faut faire. Est-ce que je trouve qu'il a été très bien, comme d'habitude. Je vous ai dit, grand orateur. Je suis pas persuadée qu'il arrive à parler vraiment à la nouvelle génération de démocrates. Oui. Pour quelle raison? Au-delà des élus démocrates qui avaient séché cette prise de parole de Benjamin Netanyahou. Déjà. Oui. Bon, après, je ne sais pas si quelqu'un d'autre à sa place, il l'aurait séché ou pas. Parce qu'il y a un grand tournant quand même parmi les jeunes démocrates. Il l'a quand même dit, il a parlé des idiots utiles de l'Iran en parlant des manifestants. Ça, c'était à point. Il y a quand même pas mal de démocrates qui sont d'accord avec lui. Mais est-ce qu'il a compris le vrai shift qu'il y avait dans le parti démocrate? Pelosi n'était pas là. Elle a tweeté tout de suite après en disant que c'était un très mauvais discours, le pire discours qu'il y a eu au Congrès, c'est-à-dire qu'il y a un vrai changement. Est-ce que Netanyahou arrive à le percevoir? On ne sait pas. Est-ce que Kamala Harris va pouvoir faire en fait le pont entre cette ancienne génération de démocrates et cette nouvelle génération de démocrates qui est vraiment très favorable à Israël, qui intègre vraiment un langage de victimisation totale, anti-sioniste. On a demandé à un des conseillers de Kamala Harris si elle était sioniste. Il n'a pas voulu répondre. C'est compliqué, c'est un mot qui est devenu tendu. Il n'empêche que Netanyahou, dans son discours, a eu tous les bons éléments et il fallait le rappeler. Il faut vraiment le rappeler. Le problème, deux problèmes. Un, c'est que la personne qui délivre le message, Netanyahou, est trop controversée et parfois inaudible pour ce qui dit est vrai. La deuxième chose qui est compliquée dans ce discours, c'est un énorme décalage avec la réalité, en fait. C'est-à-dire que si on connaît... Alors, Léa, je vous arrête, on a perdu la connexion avec vous. On va essayer de la rétablir le plus rapidement possible dans les instants à venir. Je rappelle que vous êtes analyste spécialisée affaires internationales, que vous avez enseigné à Sciences Po Paris et que vous avez été chercheuse en Israël à l'Institut Reichmann. On me dit que vous êtes de retour, Léa, on vous écoute. Donc vous disiez que malgré tout, l'orateur Netanyahou, brillant certes, son discours posait néanmoins un certain nombre de limites compte tenu de la réalité présente israélienne. Déjà à cause du personnage et deuxièmement à cause de la réalité israélienne, surtout
il parle de libérer les otages à tout prix, mais c'est lui qui a bloqué la délégation. La dernière délégation, elle va probablement partir ces prochains jours, qui devait partir aujourd'hui et c'est reporté la semaine prochaine. Exactement, c'est reporté à la semaine prochaine. Il est venu avec des familles d'otages et comme l'a tweeté Donald Trump, ce qui veut dire qu'il ne pourra pas. Ouais, on va le faire ça peut-être au téléphone. Oui. Voilà, on vous entend un petit peu moins bien, donc pour faciliter cet échange, on va vous rappeler par téléphone cette fois. Tant pis pour la vidéo. On vous rappelle dans quelques instants, Léa, dans quelques instants, chers auditeurs, on va retrouver Daniel Rouache pour la tech. Léa, vous êtes déjà avec nous. Magie de la technologie. Merci à Ethan à la réalisation. Désolée. Léa, voilà, on vous entend beaucoup mieux. Léa, justement sur la réalité israélienne, vous parliez de la question des otages. L'un des chefs de l'opposition israélienne, Yair Lapid, a critiqué très vite Benjamin Netanyahou pour ce qu'il considère comme des manquements graves dans le dossier de la libération des otages dans le cadre d'un accord avec le Hamas. Questions qui seront évidemment abordées tout à l'heure entre Benjamin Netanyahou et le président Joe Biden. C'est un avis qui est partagé par une partie notable, par une partie même majoritaire de l'opinion publique israélienne. Oui, tous les sondages le montrent en fait. À part dans les extrêmes, l'extrême droite notamment, c'est vraiment une opinion qui est partagée, c'est-à-dire que toute la classe sécuritaire en Israël dit les otages d'abord, on fera ce qu'il y a à faire après. Donc ce sont des opinions qui sont suffisamment valides pour être prises en compte. Et en fait, il y a un double message de Netanyahou. Il dit ce qu'il dit au Congrès. En même temps, il part aux États-Unis, il ne rentre pas ce week-end parce qu'il ne voyage pas Shabbat officiellement pour des déplacements officiels. En parallèle, c'est l'anniversaire de son fils, Yair Netanyahou, qui habite donc à Miami. Et en fait, il y a trop de décalage avec la réalité. C'est-à-dire que de dire... Donc vous pensez, pour être le plus clair possible pour nos auditeurs, vous pensez que donc, suite à ce message de Donald Trump qui a indiqué que c'est Benjamin Netanyahou lui-même qui avait demandé à ce que leur rencontre ait lieu vendredi, vous pensez que ce n'est pas lié simplement à des questions purement logistiques, mais qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte dans cette décision du Premier ministre israélien? Oui, il y a toujours d'autres paramètres. Et en fait, ça aurait été beaucoup plus simple de dire « j'ai besoin de rester le week-end à New York ». Ou aux États-Unis et on reprend après. Il n'empêche que les négociations pour l'instant n'avancent pas, même s'il y a beaucoup d'optimisme autour, les négociations n'avancent pas. Et alors qu'on dit que c'est le moment ou jamais, notamment pour sauver les femmes. Oui. Notamment pour sauver les femmes et tout le reste, toute la situation géopolitique veut que ça soit maintenant. Les élections américaines, le réchauffement sur la frontière nord, le fait que Mohamed Def probablement se soit fait tuer, ça c'est un grand symbole quand même des Palestiniens. Sinoir n'aura peut-être plus l'aval et de tous les autres chefs de section, en tout cas pas de la même manière maintenant que Def n'est plus là. Peut-être que son appétit à déposer les armes sera plus grand. Agnier voit quand même une opportunité à reprendre un peu le dessus toute cette histoire. Jusqu'à maintenant, Sinoir l'empêchait de partir, par exemple au Caire, participer aux négociations. Peut-être que tout ça va changer, on va voir. Il n'empêche que pour plein de raisons, pour beaucoup de raisons, on est au bon moment. En même temps, on lit dans la presse, Léa Landman, que Benjamin Netanyahou, visiblement, serait plutôt favorable à un accord. Il est favorable, et c'est ce que je voulais rappeler, Steve. Finalement, cet accord, c'est l'accord de Benjamin Netanyahou qu'il a déposé il y a déjà 2 mois. C'est-à-dire que les termes de l'accord sont les termes de Benjamin Netanyahou. Donc, en réalité, il n'y a pas de raison de ne pas avancer. Comme le disent tous les chefs de sécurité israélienne, on peut toujours compter sur le Hamas pour ne pas tenir un accord de cessez-le-feu. Les Israéliens pourront retourner ou en tout cas continuer leur mission à Gaza quand il faudra, mais la nécessité absolue est majoritaire, enfin la majorité de la population israélienne, encore une fois, c'est pas mon opinion, c'est vraiment les sondages qui le disent, un deal maintenant. Principalement parce que personne ne pense que cette guerre va se terminer à la fin de la libération des otages. Donc la priorité, ce sont les otages. Alors on discute justement en coulisses dans les chancelleries, entre chancelleries sur l'après Gaza. On a pu lire notamment dans le Washington Post hier une analyse d'un David Ignatius sur la suite et justement la création d'une nouvelle autorité palestinienne réformée. On parle notamment de personnalités qui pourraient la diriger, avec des accords également sécuritaires auxquels participeraient un certain nombre de capitales
capitales européennes et également sud-américaines. Léa, ça intervient dans un contexte où on apprenait hier la signature d'un accord interpalestinien signé sous l'égide de la Chine à Pékin. Comment vous l'interprétez? C'est en train véritablement de bouger au sein de l'appareil politique palestinien qu'on sait extrêmement divisé? J'essaye de pas être cynique, hein, mais des accords Difficile. comme ça, il y en a eu, il y en a eu beaucoup. Peut-être que les circonstances vont faire que cette fois-ci l'accord sera différent, mais on reporte aussi que pendant ces négociations, et c'était du 21 au 23, il y a eu des cris entre les différentes factions. Il y en a un qui est sorti en claquant la porte, et qu'en réalité, ils ont signé un accord à la fin, principalement pour ne pas vexer les Chinois. D'accord. Après, c'est quand même un message puisque les garants de cet accord devraient être l'Algérie, la Chine et la Russie. Donc ça veut quand même dire que on est vraiment dans un contexte de grande puissance. Les Américains ne doivent pas être contents. C'est la deuxième fois que la Chine leur font le coup. C'est-à-dire que vous vous rappelez que Et c'est la la question Chine avec qui avait l'Iran et l'Arabie Saoudite qui avaient normalisé leurs relations. Exactement, qui ont normalisé leurs relations. Donc après, vous dire est-ce que la Chine, ça l'intéresse vraiment les Palestiniens, je ne crois pas. Par contre, son statut au Moyen-Orient, complètement, et sa posture par rapport aux États-Unis, complètement. Après, le drame de cet accord, de cette réconciliation, c'est que ce sont toutes les factions palestiniennes, le djihad, le Front islamique, le Hamas, etc. Après, il y a eu quelques avancées. Vous parliez de personnages qu'on aimerait bien voir à la tête. Ce serait principalement dont on parle aujourd'hui, c'est Mohamed Dahlan, qui habite les Émirats depuis 2010. Qui est l'ancien chef de la sécurité préventive de l'autorité palestinienne, qui avait été chassé en 2007, 2010 2010, donc par le Hamas, après la prise de pouvoir du gouvernement islamiste. Alors, il a été chassé par le Hamas une fois et en 2010, on l'a accusé de fomenter un coup contre Abou Mazen et donc il est parti dans les Émirats ou a été chassé dans les Émirats. Depuis, c'est le conseiller de Ben Zayed. Il est parti à Doha participer aux pourparlers, aux négociations et à la réflexion du jour d'après. Le Hamas n'est pas contre avoir Mohamed Dahlan à la tête d'une force internationale. Il le dit lui-même qu'il ne serait ni Fatah ni Hamas sans allégeance. Donc après, encore une fois, ne nous attendons pas à voir un enfant de cœur. Mais Mohamed Dahlan pourrait être la personne, avec peut-être quand même Salam Fayyad à la tête du gouvernement. L'ancien Premier ministre de l'autorité palestinienne. Exactement. Merci donc, beaucoup. Les choses bougent. Eh ben ça bouge et on suivra ça de près, comme toujours sur Radio J. Merci beaucoup, Léa Landman, d'avoir été avec nous. Très bel été, bon après-midi. À vous aussi, au revoir, bon après-midi.